Donc on va lancer la session table ronde, l'objectif étant pour cette journée d'insister beaucoup en fait, maintenant qu'on a donné un peu de théorie et de corps à tout ça, sur des retours d'expérience terrain, si on peut dire, donc de la vraie vie. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants. Philippe Gay qui représente, qui travaille chez Deloitte in extenso et qui est directeur stratégie et développement sur le marché des associations. Alban Cogrel et Vera Bezonov qui vont vous parler, qui représentent l'UFIS, qui est la Fédélima, et qui vont vous expliquer leur projet d'accompagnement à la coopération de structures culturelles. Dans le champ culturel, ils vous en diront beaucoup plus que tout de suite. Et puis Steph Duchesne, qui est chargée de mission DL1 dans le... Alors je ne sais plus, c'est Bas-Rhin, je vais toujours dire Haut-Rhin, mais c'est Bas-Rhin, dans le Bas-Rhin. Voilà. Donc la question d'accompagnement, pour introduire un peu cette table ronde, donc comme je pense que les premières prises de parole l'ont bien montré, c'est souvent assez long et c'est souvent plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Je reprends souvent l'adage, mais tout seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin, mais on peut aussi aller nulle part, parce qu'il ne faut sans doute pas sous-estimer le parcours que cela représente. L'idée étant ici, du coup, d'insister, parce qu'avant de parler d'accompagnement, c'est souvent nécessaire de parler de besoins. Pourquoi on se fait accompagner en fait, quels besoins ont les structures de regard extérieur, de conseil. Et du coup, je vais laisser la parole à chacun des intervenants pour commencer par parler de tous ces besoins d'accompagnement dont on a conscience ou pas d'ailleurs. Oui, donc Steph Duchesne, du dispositif local d'accompagnement sur le Bas-Rhin à Alsace Active. Le dispositif local d'accompagnement, en fait, par rapport aux besoins que nous on détecte et auxquels on répond, il a ceci de particulier, c'est qu'on est sur un territoire qui est relativement limité, un département, c'est pas immense. Une histoire d'un dispositif qui perdure maintenant depuis un certain nombre d'années. Ce qui veut dire qu'en fait, dans le territoire, il y a des structures qu'on connaît depuis longtemps. Et quand on voit le chiffre de 85% des structures qui finalement sont dans des logiques de rapprochement, elles se connaissaient déjà avant le projet de rapprochement, le fait que dans le cadre du dispositif local d'accompagnement, on a une relation historique de long terme avec un bon nombre de structures du territoire, finalement, des fois, ça nous arrive de croiser des projets de rapprochement, de regroupement, de mutualisation, de fusion, j'ai envie de dire de manière un peu accidentelle. Ça peut nous arriver finalement d'avoir des structures qui, à l'occasion basiquement d'un conseil d'administration à laquelle on est invité pour pouvoir échanger sur des sujets qui étaient liés à un accompagnement passé, que la structure avait vu, qui lui était propre. Et dans l'échange, des fois, peuvent naître des embryons de quelque chose qui pourrait être de la coopération, de la mutualisation, du partenariat, des alliances, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'accompagnateur, finalement, on détecte ça assez vite et on peut facilement faire rebondir les gens sur ce sujet à un moment où eux-mêmes, des fois, n'avaient pas encore détecté qu'ils commençaient à évoquer des sujets qui sont liés à de la coopération, du partenariat ou de l'alliance. Donc au regard de ce chiffre de 85% des structures qui se connaissent déjà quand elles entrent dans une démarche de coopération, je dirais que le besoin il est surtout d'accompagner les structures dans le long terme, parce qu'on voit bien que c'est pas forcément en étant présent que de façon très ponctuelle qu'on réussit à s'inscrire dans le temps qui est celui de la coopération. Bien, merci. Alors, donc, moi, je représente plutôt le conseil, l'expert comptable, qui peut intervenir à plusieurs moments également de la réflexion, de la mise en commun d'opérations ou d'activités.
j'ai bien aimé les deux présentations parce qu'elles sont assez complètes. On a eu effectivement donc, la présentation de tous les dispositifs possibles. Et il est vrai que vous avez, parmi tous ces dispositifs qui ont été présentés, vous avez deux phases importantes. Vous avez des dispositifs qu'on peut mettre en place à travers des conventions et des contrats qui sont, je dirais, des dispositifs avec retour possible. C'est-à-dire que si au bout d'un moment on s'aperçoit qu'on ne s'entend pas, on peut mettre fin aux accords qui étaient convenus et chacun repartir dans sa structure parce que les structures continuent encore à exister. Et puis vous avez des dispositifs sans retour, c'est-à-dire donc une fois qu'on a conclu et convenu, on a passé l'étape de mariage. J'ai bien aimé donc ces strates qui étaient présentées. Et bien là, effectivement, il y a une ou des structures qui auront disparu et la fusion sera définitivement consommée. Et c'est vrai que tous ces dispositifs prennent un certain temps et ils permettent justement donc, de réaliser des regroupements dans une harmonie où on va privilégier plutôt la mise en commun des relations humaines, des dispositifs, des moyens et des activités. On se préoccupe après, je dirais, de l'organisation du patrimoine ou de la logistique, peut-être dans un second temps. Et c'est à ce moment-là, plutôt que notre profession intervient, où on va aider à mettre en place des réflexions prospectives sur la nature financière, sur les effets financiers de ces opérations. Ça a été souligné également à un moment. Il faut faire attention parce que des opérations de restructuration ou de rapprochement ne se terminent pas toujours nécessairement par des économies d'échelle. Si on veut engager des économies d'échelle à l'occasion d'une opération de mise en moyen de réseau de compétences, et bien, il faut là aussi réfléchir suffisamment en amont. Et ensuite, mettre ces chiffres dans le cadre d'un effet budgétaire. Moi, j'ai vécu pas mal d'opérations de fusion qui, bien au contraire, ont engendré des surcoûts, surtout les premières années. Il faut les maîtriser, il faut les connaître, les appréhender et savoir les digérer en quelque sorte. Donc, il faut être conscient que ces opérations sont parfois pas anodines non plus en termes d'effets financiers et économiques. Donc, on pourrait y revenir si vous voulez. Bonjour, moi je suis Vera Bessonneuf, donc je représente la FEDELIMA. La Fédération des lieux de musique actuelle, c'est une fédération qui rassemble 140 adhérents répartis un peu partout en France. Alors effectivement, on a toujours eu un rôle d'accompagnement de nos adhérents, c'est assez historique. Simplement, on a considéré l'accompagnement non plus comme aussi une observation, un soutien de nos adhérents, ce qui fait que ça nous a permis aussi, enfin voilà, on a un travail d'étude, de repérage en fait de différentes situations. Et ça nous a amené, on a assez rapidement été amené à s'interroger sur la coopération, notamment parce que certains, effectivement, de nos adhérents avaient envie de coopérer avec d'autres personnes sur le même territoire et ça se faisait assez naturellement. D'autres, en revanche, étaient contraints en fait par les partenaires publics et notamment en fait des partenaires publics qui invoquaient plutôt des raisons d'économie d'échelle ou en fait c'était très lié aussi à un label puisque les musiques actuelles sont liées à un label d'État et du coup on disait bah, pour obtenir le label vous avez qu'à vous mettre en plusieurs, voilà ça permettra de faire des économies. Donc on a été sollicité par nos adhérents à ce niveau-là en se disant bah ouais voilà il y avait cette question-là de ok, on nous demande de coopérer, mais on ne sait pas trop comment faire, et puis on ne sait pas trop si on a envie non plus, en fait, hein, il y a déjà ça. Et puis il y avait l'autre question aussi, qui était, on était en pleine réforme territoriale, donc des mouvements de décentralisation, et donc cette question de comment co-construire les politiques publiques, qui a été amenée, avec notamment des interrogations sur, ben voilà, il y avait des collectivités notamment et l'État aussi hein, qui poussaient pas mal à dire bon bah, il faut que vous vous réunissiez tous ensemble pour analyser la situation, faire des propositions collectives. Donc ça nous a aussi amené à nous interroger sur en fait ces deux entrées qu'on a trouvées assez différentes.
on va dire en fait la coopération entre acteurs, avec souvent des besoins, comme il a été déjà évoqué, d'envie de structuration, d'envie effectivement, parce qu'à plusieurs on est plus fort, parce que effectivement on peut peut-être aussi faire des économies de moyens, ou en tout cas partager des moyens. Et puis cette entrée qui était plus de co-construction d'un projet de territoire, d'un projet culturel du territoire notamment, puisqu'on est dans ce secteur-là, mais co-construction voilà, d'une participation à la co-construction d'une politique publique. Et du coup, les besoins identifiés sur ces finalement 2 entrées n'étaient effectivement pas les mêmes. Et avant même de s'interroger aux besoins, parce que les besoins c'était souvent, on ne sait pas comment s'y prendre, hein, enfin voilà, c'était exprimé assez clairement, on s'est surtout aussi interrogé à quels sont peut-être les processus de coopération, comment on peut les décrypter et quelles sont en gros les questions essentielles à se poser avant une mise en coopération. Et notamment du coup on a fait une étude là-dessus, une première étude là-dessus, qui est téléchargeable en ligne sur notre site, et puis j'en laisserai quelques exemplaires. Mais ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'on se demandait vraiment, au départ en fait, qu'elles soient volontaires ou subies, vraiment quelles sont les questions qu'on doit se poser. Et une des premières, finalement, un des premiers éléments qui ressortait de ça, c'était l'engagement qu'on a dans la coopération. C'est-à-dire que si souvent les processus de coopération n'aboutissaient pas, c'est parce que déjà les enjeux, en fait, le pourquoi on coopère n'était pas bien défini au départ. Et il y avait forcément aussi la vision qu'on a de l'engagement dans cette coopération. Est-ce qu'on coopère sur le projet, ou plutôt sur des moyens, ou plutôt sur... Voilà. Et donc les premiers besoins en accompagnement qu'on a identifiés sont essentiellement là-dessus, déjà de pouvoir en fait au sein du groupe s'interroger sur ces questions d'enjeu et s'interroger également sur est-ce qu'on est bien d'accord sur notre niveau d'engagement, ce qu'on a envie de, là où on a envie, à quelle échelle on a envie de coopérer. Donc ça c'était vraiment le premier élément. Après, voilà, on s'aperçoit effectivement que, en tout cas, sur les besoins également, l'interconnaissance est aussi un facteur qui joue énormément. Donc il y avait aussi des besoins d'animation, on va dire, du groupe, de création du groupe, des besoins de définition d'enjeux, et puis bien sûr, enfin voilà, c'est les premiers besoins qu'on a analysés. Déjà, pourquoi on coopère. Merci Vera. Donc Alban, Cogrel, donc moi je travaille à l'UFISC. L'UFISC c'est une union, la terminologie c'est Union fédérale des structures d'intervention culturelle, dont la FEDELIMA est membre, qui est une fédération, une union d'employeurs à un niveau national, qui travaille à un niveau national, qui fédère 15 organisations professionnelles de 3 natures, à la fois des fédérations comme la FEDELIMA ou la Fédération nationale des arts de la rue, à la fois des syndicats et également des réseaux territoriaux qu'on peut retrouver au niveau régional, notamment au niveau francilien. Là, on travaille avec le RIF, le réseau francilien des lieux de musique actuelle. Voilà, donc une diversité d'organisations qui s'est fédérée il y a une quinzaine d'années autour de l'enjeu de la prise en compte d'une économie plurielle dans le champ des arts et de la culture, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est en capacité de pouvoir affirmer un espace socio-économique spécifique du champ des arts et de la culture qui n'est ni dans le tout privé lucratif et ni dans le tout public, mais qui représente bien cette force intermédiaire inscrite dans l'économie solidaire et qui porte finalement une autre économie de l'art et de la culture. Et donc de là, s'est construit un travail important pour prendre en compte la réalité de ce que représentent ces très petites entreprises artistiques et culturelles, et quelles sont à la fois leurs formes de structuration et leur dynamique et leur inscription dans les territoires. Et c'est vrai qu'à travers le manifeste qui a été écrit en 2007, le manifeste pour une autre économie de l'art et de la culture, la question de la coopération, finalement, irrigue le projet politique de l'Union et a été posée comme un angle majeur, on va dire, de travail, à la fois sur une dimension de structuration professionnelle, à la fois sur une réflexion autour de l'économie ou la socio-économie du champ artistique et culturel, et en même temps une dimension plus territoriale. Et donc c'est plus cette dimension territoriale qu'on essaye de travailler, notamment en articulation avec le Centre ressources pour les DLA, OPAL, l'association OPAL, CRDLA Culture, dont on est copilote,
Et c'est vrai que dans les travaux qu'on mène avec Opal, l'enjeu de coopération et donc du coup les logiques d'accompagnement qui en découlent est très fortement ancré à la fois dans ce qu'on peut nous porter en coproduction sur les expérimentations qu'on mène. Et donc c'est plutôt sur cette expérimentation-là que Vera n'a pas forcément parlé. Donc on est actuellement sur un chantier de travail autour des ruralités et des coopérations interassociatives qu'on mène sur 3 territoires en France, le territoire du Nyonsey-Baronnie, le territoire du Sud-Vaucluse et un territoire dans le Couserans, en Ariège, en fait, où on a essayé de faire un travail avec l'UFISC, avec la Fedelima, avec Opal et en lien avec des accompagnateurs pour pouvoir, on va dire, structurer et animer des logiques de coopération sur ces territoires à dominante rurale. Et donc là, on a des premiers éléments d'analyse ou des premières pistes qui sont intéressantes en termes d'outillage ou besoin d'accompagnement qu'on a pu repérer à travers la capitalisation et la réflexion autour de ces trois processus en expérimentation. Il y a une première piste qui semble essentielle en termes de besoin d'accompagnement, qui est la question, et Vera en a parlé, de la relation entre les parties prenantes. Comment on consolide finalement des interactions dans les coopérations, notamment dans les relations avec la diversité des entreprises et le lien à l'intérêt général dans les territoires de vie. Donc ça renvoie à la question de la co-construction, finalement, comment des acteurs se fédèrent, s'organisent, coopèrent ensemble, mais en capacité de relier ça à des enjeux d'intérêt général, et donc du coup de coproduction d'actions publiques sur un territoire. Ça c'est très fortement vrai sur les 3 initiatives. On voit qu'à chaque fois il y a un lien, que ce soit avec le parc naturel régional, que ce soit avec la nouvelle agglomération qui est en train de se consolider ou de se transformer, ou que ce soit en lien avec le pays, qui ne s'appelle plus le pays mais le pôle PETR, pôle d'équilibre territoriaux et rural en Ariège. On voit bien qu'il y a cette relation-là qui se mène et qui se construit, mais dans un processus assez long. Donc ça c'est un premier élément qui demande, mine de rien, une capacité d'ingénierie, d'accompagnement qui est un peu complexe, mais qui est porté par les accompagnateurs avec qui on travaille. Il y a un deuxième axe qui est finalement le fonctionnement socio-économique qui vient compléter le travail d'identification des activités mises en œuvre en prenant en compte cette économie plurielle dans laquelle les acteurs sont inscrits et comment ils développent leur action finalement dans cette réflexion-là entre le don contre don, le principe de redistribution et le principe de marché. Deuxième axe d'accompagnement qui demande à réfléchir évidemment sur la question socio-économique et la structuration de ces coopérations d'un point de vue économique. Il y a un troisième axe qui est important et qui est travaillé dans le cadre de cette expérimentation, qui est la question de la gouvernance. Comment finalement on a des gouvernances collectives qui se construisent, mais avec des degrés de coopération qui sont différenciés en fonction des différents cercles de partenaires qui s'agrègent autour de ces coopérations. Et là, mine de rien, ça demande vraiment à réfléchir sur l'enjeu de gouvernance porté par, et puis les besoins d'accompagnement qui sont articulés autour de ces questions de gouvernance. Ensuite, il y a un quatrième axe qu'on a moins évoqué dans les présentations tout à l'heure, qui est la question finalement du parcours des personnes. On voit bien que, en tout cas, nous, ce qu'on souligne, c'est qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, une ingénierie un peu nouvelle qui naît et qui demande des compétences pour pouvoir accompagner en fait ces nouvelles dynamiques de coopération qu'on voit s'inventer, et donc qui demandent à la fois une mise en capacité des personnes et puis qui réinventent aussi des solidarités dans les dynamiques de coopération qu'on a pu observer. Et puis enfin un dernier axe qui nous paraît émerger en tout cas de ce regard autour de ces trois expérimentations, qui est la réflexion autour de l'évaluation de l'utilité sociale, parce que ça vient, ça travaille, ou ça transperce, on va dire, les trois projets, avec une volonté de se dire comment finalement on travaille des logiques d'observation au sein de ces réseaux territoriaux qui se construisent et qui amènent justement des besoins d'accompagnement un peu nouveaux, mais plutôt à une échelle
infra-régionales et territoriales. Donc ça, c'est les premiers éléments. Il y en a d'autres, hein, c'est non exhaustif, mais ça donne un peu des premiers éléments de lecture sur le travail qu'on mène avec la FEDELIMA et puis avec les réseaux du fisc. Pour avancer, juste, c'est très intéressant ce que vous dites. Je pense qu'il y a un point qui peut être intéressant, qui ressort, je pense, de toutes vos interventions, c'est que, en fait, on voit que souvent les enjeux de départ d'une dynamique de coopération sont finalement pas toujours les bons. Enfin, si je veux dire, parce que j'entends beaucoup qu'en gros, on veut coopérer pour faire des économies d'échelle, ou on vient voir le DLA pour un projet, puis finalement on se rend compte que c'est un projet de coopération. Et du coup, la question que je veux vous poser, c'est déjà comment on fait en tant qu'accompagnateur pour justement transformer un enjeu que les structures amènent, amener justement à changer peut-être ces enjeux, à se dire en fait j'ai envie de faire des économies, mais c'est peut-être pas ça en fait que j'ai envie de faire, ou en tout cas c'est peut-être un projet à plus long terme, et à court terme ce sera pas celui-ci. Donc déjà c'est la première question. Donc, comment on fait pour ouvrir un peu un éventail des possibles, et puis justement ne pas partir directement sur le diagnostic tel qu'il est amené ou tel qu'il est fait par les structures elles-mêmes. Et puis le deuxième point, c'est du coup concrètement comment vous faites, parce qu'on voit là, c'est je pense qu'un message aussi très vrai, c'est que il y a beaucoup de besoins, parce qu'entre les besoins du coup experts, financiers, juridiques, les besoins RH sur la gouvernance, les besoins d'animation, du coup ça fait beaucoup de choses. Et là aussi, comment vous faites pour accompagner tous ces besoins, j'imagine tout seul et sans doute aussi avec d'autres. Alors c'est vraiment intéressant cette question, parce que je me souviens quand je suis arrivé à Alsace Active sur le dispositif local d'accompagnement en 2008, il y avait une évaluation qui était en cours du DLA et dont les résultats étaient rendus en tout début 2009. Et le cabinet qui avait fait l'évaluation avait créé plusieurs typologies, plusieurs groupes de questions en fonction de la satisfaction que les gens avaient du DLA. Globalement, la satisfaction elle était forte, mais il y a une question sur laquelle il y avait un type d'accompagnement sur lequel il y avait un niveau d'insatisfaction qui était plus important qu'ailleurs. Et ce type d'accompagnement, c'était les accompagnements rapprochement, mutualisation, fusion. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le téléphone et j'ai appelé quelques structures qu'on avait accompagnées par le passé là-dessus, et pour leur demander, mais pourquoi visiblement, je ne sais pas si vous avez répondu à l'enquête, mais en tout cas l'enquête dit qu'il y a une insatisfaction sur ce type de mission, est-ce que vous pouvez m'en parler? Et en fait, toutes les personnes que j'ai eues au téléphone m'ont répondu, de toute façon, c'était mal barré dès le début, puisque c'était les collectivités ou les pouvoirs publics qui nous demandaient de fusionner ou qui nous demandaient de mutualiser. Donc ils disaient, qu'est-ce que vous vouliez qu'on puisse être satisfait au maximum d'un accompagnement qui, à la base, ne nous était pas forcément... qui n'était pas forcément voulu, qui était pas forcément imposé non plus, mais fortement suggéré. Donc du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a amené dans le travail de diagnostic, puisque finalement, dans le dispositif local d'accompagnement, un des cœurs de notre métier, c'est de faire le diagnostic des structures qui nous sollicitent. Et quand on parle de diagnostic, on parle finalement beaucoup de requalification du besoin, essayer de comprendre vraiment à quel besoin on fait face. Et du coup, quand on me sollicite sur des sujets de ce type-là, de mutualisation, rapprochement, coopération ou autre, je demande toujours en fait qu'on commence à m'expliquer dans l'histoire de l'association à partir de quand on a commencé à parler de mutualisation ou de fusion. Et on voit en fait que cette question, elle a une histoire. Il y a des moments où c'était très présent, ça a redisparu, on avait tenté quelque chose, qu'on a abandonné. Et le simple fait déjà de parler de cette histoire permet de comprendre un petit peu le type de rapport que les structures elles ont à la coopération et à la mutualisation. Et ensuite, souvent, je leur demande, mais pourquoi là, aujourd'hui, vous m'appelez parce que vous voulez vous rapprocher, mutualiser ou autre. Donc là, je les interroge beaucoup plus sur l'élément déclencheur de aujourd'hui. Il y a forcément est-ce que c'est quelqu'un qui a dit en CA, il faudrait vraiment qu'on fasse un travail sur un rapprochement? Est-ce que c'est un partenaire qui l'a demandé? Est-ce que c'est un truc qui était dans l'air et à un moment on s'est dit que bon, ça suffit, c'est suffisamment dans l'air, il faut qu'on passe à l'action. Donc en posant la question sur l'élément déclencheur et en explorant en fait ce qu'on me dit de cet élément déclencheur, à partir de ce moment-là, je peux vraiment réussir à comprendre ce qui se passe vraiment.
et que peut-être qu'il y a un certain nombre de mots qui ont été mis, parce que c'est des mots qui deviennent un petit peu à la mode, ou c'est des mots que les partenaires utilisent et du coup les structures les réutilisent. Parfois il y a d'autres besoins que la mutualisation, le rapprochement ou autre, ou du moins il n'y a pas un besoin d'un rapprochement pour un rapprochement, d'une mutualisation pour une mutualisation, il y a un besoin d'une mutualisation pour autre chose. Et en fait, c'est sur cette autre chose-là, c'est sur ce qui sous-tend le besoin de mutualisation, qu'après, moi, je concentre le travail. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, on touche là à la question du projet, au projet commun que les structures veulent avoir. Et la question du projet commun, pour moi, elle est fondamentale, parce que c'est ça qui donne le sens à la mutualisation. La mutualisation n'existe pas sans un projet commun. La fusion n'existe pas sans un projet commun. Si le projet commun n'existe pas, ça veut dire que c'est une démarche qui est obligée, qui est subie. Et l'intérêt de travailler sur la question du projet, c'est que ça donne un sens commun aux différents acteurs, et que s'il n'y a pas de sens commun, il y a forcément des problèmes, parce que le sens commun, c'est lui qui fait la médiation entre les acteurs. Le projet doit être un médiateur entre les acteurs. Et j'ai envie de dire qu'à la limite, s'il y a des acteurs qui n'arrivent pas à s'entendre sur un projet de coopération, ça veut dire que les difficultés qu'ils ont à travailler ensemble sont plus fortes que l'intérêt qu'ils ont pour le projet. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème. Le projet ne les intéresse pas. Donc, il faut qu'ils passent à autre chose et qu'ils arrêtent de parler de la mutualisation ou du projet de coopération. Et mine de rien, des fois, de dire ça, quand je fais un diagnostic, de dire aux structures, mais écoutez, là, ça fait la 3e fois qu'on se voit et visiblement, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas du tout même à vous écouter, vous vous coupez la parole. Peut-être qu'en fait, ce projet il ne vous intéresse pas, donc il faut peut-être que vous arrêtiez ce projet de coopération. Mine de rien, des fois, ça secoue un peu, parce que quand on est face au risque que le projet ne se fasse pas, et il faut accepter que le projet ne se fasse peut-être pas, subitement, il y a des acteurs qui disent « Non, mais en fait, ce que je disais, je peux quand même y mettre un peu de l'eau dans mon vin, parce que j'exagérais, parce qu'on se connaît depuis longtemps, du coup... » Et ensuite, on réussit à remettre le projet au centre et on travaille vraiment sur le projet. Oui, par rapport à ce sujet même, donc moi je n'ai pas grand-chose à apporter. Par contre, ça me fait penser que les différents types de mise en commun permettent enfin, on peut s'appuyer sur différents types de contrats. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez donc, un rapprochement d'activité ou une volonté de mutualisation, ça peut se concrétiser donc, sous différentes formes de contrats. Vous avez un des premiers contrats qu'on connaît assez peu hein, dans le domaine associatif, mais qui existe, c'est ce qu'on appelle la location civile d'activité, où une association peut confier à une autre association, par exemple, la gestion d'une activité complète, tout en gardant la propriété. C'est-à-dire, donc, pour une période à durée déterminée, de dire, voilà, j'ai une activité dont je confie la gestion à une autre association, et moyennant quoi, ça permet à une autre association d'essayer hein, cette activité, de la tester pour voir si elle va l'appréhender, l'acquérir à titre définitif. Et si ça ne marche pas, comme je le disais tout à l'heure, on peut revenir en arrière et l'association propriétaire de son activité peut la récupérer. Dans le domaine commercial, on appelle ça de location-gérance, hein, c'est à peu près pareil. Et après, il y a le stade ultime qui est la cession d'activité. Donc effectivement, une association peut vendre une activité. Là aussi, c'est assimilé dans le domaine commercial une vente de fonds de commerce. C'est très peu pratiqué dans le domaine associatif. Après, donc, vous avez la phase de mise en commun de moyens. Alors, cette mise en commun peut se concrétiser soit par la mise en œuvre d'une structure juridique décernée donc, à la mise en commun de moyens administratifs, de moyens d'exploitation, de moyens de gestion, de moyens commerciaux, entre guillemets, de moyens informatiques ou autres, qui vont être logés soit dans une association de moyens, soit dans un groupement de moyens, un GIE aussi, ou un groupement de fait. Aussi, des associations peuvent très bien convenir de mettre en place un groupement sans qu'il soit juridiquement reconnu. Et là, il va falloir être attentif à tout un ensemble de règles fiscales qui vont s'imposer
parce que l'administration a émis quelques exigences en la matière, notamment sur les relations qui peuvent exister entre ce groupement et ses adhérents, notamment dès lors qu'ils sont ou non assujettis eux-mêmes à la TVA. Et puis après, donc vous avez la dernière phase, la phase ultime que j'évoquais tout à l'heure, donc la phase de fusion, donc la phase d'intégration sans retour. Alors cette phase, on en a plus parlé ces dernières années, puisqu'elle a été introduite dans le cadre légal et réglementaire par la loi ESS. Elle fait l'objet d'un chapitre complet dans la loi ESS, puisque alors avant la loi ESS, il y avait des opérations de fusion, hein, c'était tout à fait possible, sauf que on s'en reportait donc au droit civil, et on faisait donc des traités de fusion. Les avocats rédigeaient très bien des traités de fusion faisant référence au code civil. Maintenant, on est dans un dispositif qui est complètement normé, réglementé, alors peut-être un petit peu par excès, puisqu'il n'y a pas de seuil. Hein. Alors effectivement, qu'on fusionne deux toutes petites associations ou deux très grosses associations, on est dans le même dispositif avec un calendrier à suivre, des assemblées générales de chaque côté, des conseils d'administration, un traité de fusion à rédiger, une publicité légale à respecter, ce qui peut paraître un peu lourd lorsqu'il s'agit d'une petite association, et parfaitement adapté lorsqu'il s'agit donc de grandes opérations comme on a pu en voir, notamment dans le domaine médico-social, puisque c'était à l'initiative du ministère de la Santé. Aujourd'hui, le dispositif est en place maintenant depuis juillet 2014. Les décrets d'application ont suivi un an plus tard. Ce qu'il faut bien reconnaître aussi, c'est que le dispositif s'applique pour des associations qui fusionnent entre elles, alors qui font des fusions, des scissions, des apports partiels d'actifs, c'est-à-dire on peut soit découper une partie de l'association, soit fusionner la totalité de l'association. Et donc des associations entre elles, des fondations entre elles, ou des associations et des fondations. Mais pas d'autres types de structures juridiques. C'est-à-dire que si j'ai une association qui veut fusionner avec un syndicat ou une mutuelle, eh bien ce dispositif juridique n'est pas prévu pour ça. Donc on va revenir sur des contrats de droit civil. Donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fois que l'opération est terminée, et on revient sur le problème humain que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que là où il y avait deux présidents, il n'y en a plus qu'un. Là où il y avait deux directeurs généraux, il n'y en a plus qu'un. Et c'est des fois le problème crucial, et vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure dans votre remarque, quand ça commence à friter en amont, quand on discute entre eux, c'est des fois des problèmes d'ego de ce niveau-là. C'est-à-dire que les dirigeants ne sont pas préparés à intégrer la disparition de deux organes de gouvernance ou la fusion de deux organes de gouvernance. Donc quand on va fusionner, il faut imaginer effectivement autant les problématiques de fusionner les organes de gouvernance, c'est-à-dire les conseils d'administration, est-ce que vous allez être bien d'accord pour vivre ensemble et fonctionner ensemble, que les salariés, les équipes de terrain, est-ce que vous allez bien vous mettre d'accord pour œuvrer dans le fonctionnement et dans le développement de l'organisme une fois la fusion réalisée. Alors après, l'effet de levier, il faut bien l'identifier parce que, et là vous l'avez bien exprimé, il y a un potentiel et une capacité phénoménale à développer, et c'est là que l'expert comptable que je suis avec mon réseau a une importance toute primordiale, c'est-à-dire qu'il faut savoir se projeter dans l'avenir pour s'assurer que l'effet de la fusion ne va pas amener des effets négatifs sur le plan financier, mais au contraire va permettre que l'opération, une fois réalisée, permettra donc de passer sur le plan financier. Et dernier point que je tenais à souligner, une fusion d'associations n'est pas la panacée pour régler le problème d'une association en difficulté financière. Lorsqu'on va fusionner ou absorber une association en difficulté financière, elle va venir avec ses difficultés. Donc il faut bien régler les difficultés à l'occasion, donc ou avant, mais il faut régler ces difficultés. Parce que si vous absorbez une association malade, vous risquez d'introduire la maladie dans votre propre association. Hein. Et là, vous risquez d'emmener de nouvelles conséquences graves pour l'association résultant de la fusion. Hein. Donc il faut être bien attentif à ce genre de choses. Et là où il faut bien se connaître, c'est que les comptes
qui vont servir de base au traité de fusion. On les connaît. Bien souvent, ils ont été audités, il y a des experts comptables, il y a des commissaires aux comptes qui ont fait leur travail. On sait ce qu'il y a dans les comptes. Moi, ce que j'ai toujours l'habitude de dire, c'est qu'il faut surtout aller chercher ce qu'il n'y a pas dans les comptes. Tous les engagements qui peuvent être pris par l'association, les risques qui ne sont pas identifiés, qui n'ont pas été chiffrés, qui n'ont pas été valorisés, et sur lesquels qu'on passe sous silence au moment du mariage, et qu'on va découvrir après le mariage. Hein, c'est ce qu'on appelle les cadavres dans les placards, communément. Ben oui, il faut le dire. Et ça, c'est important, il faut essayer de les identifier au maximum. Et là, on est vraiment des partenaires pour ça, pour vous aider donc à bien rechercher, identifier les conséquences. Et bien sûr, les plus grandes conséquences sont également en matière sociale. Lorsque vous allez venir avec des salariés, avec des contrats de travail, il faut identifier toutes les conséquences de ces contrats de travail, les droits acquis par les salariés, au titre des congés payés, bien évidemment, mais également au titre des engagements en termes de retraite et autres, qui peuvent accompagner ces contrats de travail qui vont faire l'objet de l'apport ou de la fusion. Juste une petite phrase, n'hésitez pas, mais si vous voulez poser des questions au fil de l'échange, n'hésitez pas. Levez le doigt, je sais pas s'il y a un autre truc qui est de toute façon, il y aura un temps d'échange à la fin, mais vous pouvez aussi poser des questions. Alors, en tant que fédération, effectivement, on s'est posé la question de l'accompagnement et notamment, alors je suis obligée de faire ce préambule, de la posture qu'on allait avoir en tant qu'accompagnant. Parce que, bon, ok, accompagner les adhérents, mais voilà, est-ce que c'était, alors ça a passé voilà, à travers différentes phases. À un moment donné, on a envisager l'accompagnement de nos adhérents comme des dispositifs, puis en fait on s'est dit mais non, c'est pas du tout ça. Alors aujourd'hui on est très clair, pour nous, dans notre rôle de fédération, accompagner en fait des adhérents, que ça soit effectivement dans leur projet de coopération, mais dans leur projet avant tout, c'est vraiment pour nous plutôt une posture d'observation et de soutien de nos adhérents. Donc à ce titre-là, quand on est une fédération sectorielle, quelque part, nos enjeux, c'est de pouvoir effectivement observer ce secteur, observer ce qu'il est réellement. Donc on a mis en place des outils comme de l'observation participative et partagée, c'est-à-dire que chaque année, les adhérents remplissent des questionnaires par eux-mêmes, et puis du coup, ça nous permet d'avoir voilà, une vision de ce secteur et de comment il évolue, et de ses éventuelles difficultés, ou en tout cas d'essayer d'anticiper les difficultés, parce que c'est ça aussi l'enjeu pour nous de l'observation. Et puis aussi, évidemment, de l'observation, on va dire, qualitative, puisqu'il y a une mission qui s'est développée au sein de la FEDELIMA, qui était vraiment de pouvoir aller directement chez les adhérents, avoir des échanges, donc faire vraiment une analyse qualitative de la situation, qui ne se veut ni être un audit, ni forcément un diagnostic, qui se veut vraiment plutôt être un état des lieux de la situation. C'est-à-dire qu'en gros, quand un adhérent a une difficulté, une question, ou quand il se pose la question de savoir s'il veut coopérer ou s'il peut coopérer avec son voisin, il peut bien sûr nous appeler, nous on va se déplacer et on va voilà, faire un état des lieux d'où ils en sont. Et pour le coup, on essaye toujours de s'interroger où ils en sont chacun individuellement, puisque avant d'aller vers un projet de coopération, et je rejoins finalement ce que vous avez dit, c'est que effectivement, si l'adhérent est en grande difficulté financière, économique, de structuration, ça va être compliqué. Mais je rejoins aussi l'idée du projet, c'est-à-dire que, en tout cas, nous, on est dans un secteur où beaucoup de nos adhérents n'avaient pas encore formalisé leur projet, leur propre projet, j'entends, de structure. Et du coup, avant de faire un projet en coopération, c'est-à-dire avant de définir un projet commun, bah, il faut savoir un peu qui on est. Et du coup, qui on est, ce qu'on peut apporter, ce qu'on attend, ce dont on a besoin. Donc, c'est à ce niveau-là, nous, en tant que Fédé, on peut avoir cette analyse, en fait. Après, on a toujours envisagé la coopération comme de la coopération, enfin, alors je vais essayer de... C'est-à-dire qu'on s'est dit, on n'est pas... Voilà, on ne doit pas être tout seul, en fait, là-dedans. C'est-à-dire que, certes, nous, on peut amener une analyse sectorielle, puisqu'on a cette entrée-là. On peut amener une analyse qualitative de la situation, quantitative du secteur, mais après, effectivement, il existe des partenaires que peuvent être les DLA, voilà, on travaille depuis le départ avec le CRDLA Culture. On a effectivement
on a les consultants, enfin ceux qui interviennent directement dans les structures, ce que nous, on ne fait pas, on n'intervient pas, on arrive avant ça. Et l'idée, c'est de se dire comment on peut coopérer le mieux possible ensemble, acteurs, structures dédiées à l'accompagnement, comme peuvent l'être le DLA, consultantes, spécialistes de la question, et du coup, quel ingénieur, avoir une réflexion sur l'ingénierie d'accompagnement de ce type de projet. Et puis nous, en tant que FEDE, comment on peut du coup accompagner, soutenir grâce à nos observations et tout ça. Voilà, ça a été très clair. Et juste peut-être sur, je vous parlais tout à l'heure en fait un peu des deux entrées nous sur la coopération qu'on voyait. Il y a effectivement la coopération entre projets, entre structures, entre acteurs, où là effectivement toute cette observation à la fois qualitative et quantitative qu'on peut avoir sont un outil à l'accompagnement, à l'intervention future, à l'accompagnement futur de ces types de projets. Quant à la réflexion qu'on a eue sur la coopération plutôt territoriale, c'est-à-dire comment on construit un projet de territoire, là, pour le coup, on s'est mis à réfléchir plus largement que notre secteur et on a posé réellement en fait, un cadre. En fait, on n'a pas fait ça tout seul, on a fait ça avec d'autres fédérations, avec aussi les partenaires publics, mais c'était avec les acteurs. Mais on a essayé de construire un peu un peu les principes de quand on veut se concerter, quand on veut se poser ensemble, quand on veut mener une réflexion commune, quels sont un peu les outils de départ qu'on doit avoir. Donc voilà, par exemple, la bienveillance était un des éléments qu'on observait. Si à un moment donné on veut pouvoir se parler, il faut d'abord savoir s'écouter, il faut que chacun prenne une position au même niveau. Enfin voilà, ça c'était plus sur notre rentrée concertation, mais finalement les principes qu'on en ressort valent aussi pour l'accompagnement globalement des projets entre acteurs. Alors pour l'UFISC, je pense que Vera l'a bien exprimé. En fait, il y a vraiment cette question de finalement comment on a une réflexion sur la chaîne de l'accompagnement et comment à partir d'un projet politique à un niveau national, il y a aussi une déclinaison et un travail avec un centre ressources, et puis il y a l'inscription des enjeux d'accompagnement au cœur des projets des fédérations et qui amène en fait de la préconisation, de l'expérimentation, de la recherche et développement, qui à un moment donné donne des ingrédients pour permettre justement j'aime bien le terme de métissage, parce que finalement le côté métissage et le côté pluriel est vraiment très présent. On voit bien qu'il n'y a pas un accompagnateur qui va donner des solutions uniques à la structure qui souhaite soit fusionner, soit coopérer, mais c'est bien dans un écosystème où on retrouve l'expert comptable, où on va retrouver une personne en capacité de caractériser les enjeux sur la question territoriale, une personne qui permet d'intervenir sur les modèles socio-économiques et d'autres personnes qui permettent d'amener le propos autour de la gouvernance, autour des pouvoirs, autour des enjeux plus politiques qui se posent sur ces coopérations. Donc nous à l'UFISC, c'est vrai qu'on milite justement pour cette articulation des échelles, en disant comment est-ce que le micro, le méso, le macro est en capacité de se relier et de discuter, parce qu'on voit bien que les cadres et dispositifs d'action aujourd'hui qui se développent sur ces questions de l'accompagnement, ils sont bien en réflexion sur cette chaîne de valeur-là et qui est une vraie réalité de l'écosystème dans lequel on s'inscrit. C'est voilà un petit peu l'endroit où on se situe. Bonjour, je suis présidente d'une association ayant pour objet social les échanges franco-américains. Alors ma question s'adresse particulièrement à Monsieur Duchesne, parce que pour moi l'obstacle principal que j'ai rencontré, ce sont les bénévoles et leurs baronnies autoproclamées. Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de difficultés? Oui, évidemment. C'est un sujet qui est récurrent. Ce qui n'est pas évident, je trouve, dans les situations de rapprochement, de mutualisation, de projets communs, c'est que parfois, ce n'est pas forcément les acteurs qui sont dans une baronnie ou qui ont des problèmes d'ego et autres. Des fois, c'est peut-être le projet aussi, dans le fond, qui leur pose question.
Et je pense qu'il faut réussir à la fois se dire qu'il faut que le projet fasse médiation entre les acteurs, mais aussi se poser la question régulièrement, est-ce que dans ce que j'entends, il n'y a pas des raisons à des freins? J'ai été confronté à une situation de plusieurs offices de tourisme qui voulaient fusionner. Et donc ils m'appellent et je leur demande, mais est-ce que vous avez contacté l'agence départementale du tourisme à l'époque? Et ils me disent oui, mais ils ne veulent pas nous accompagner. Donc je vais voir l'agence départementale du tourisme, pourquoi vous ne voulez pas aider ces offices de tourisme à fusionner? Ah ben écoutez, on a déjà fait des fusions et en fait ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui ne marche pas? En fait, les 5 fusions qu'on a déjà faites, on a moins d'activité sur le territoire du point de vue de l'office de tourisme qu'avant les fusions. Donc pour nous, c'est un échec, quoi, en fait. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient des offices de tourisme sur des territoires. Sur une vallée, il y avait 3 offices de tourisme. Ils en faisaient plus qu'un pour que ça soit plus rapide, plus efficace, plus efficient et plein d'autres choses. Sauf qu'il y a certains élus d'offices de tourisme qui se retrouvaient maintenant à 20 km de l'office de tourisme, et qui d'ailleurs au passage n'étaient plus élus, puisque comme il n'y avait plus qu'un office de tourisme, il y avait un conseil d'administration qui était plus petit, donc en fait il y a eu une perte de dynamique. Et quand il s'agissait d'organiser les petits déjeuners d'accueil des touristes dans la vallée, évidemment que ceux qui n'étaient plus dans le conseil d'administration et qui en plus étaient à 20 km de l'office de tourisme, et bien finalement, ils ne faisaient plus rien. Et j'accompagne actuellement 2 clubs de basket qui veulent se rapprocher, donc j'interrogeais la Fédération française de basket, et ils disaient, nous on est très prudents sur les fusions de clubs, parce qu'en fait on s'est rendu compte que dans un certain nombre de cas, quand on fait la fusion de 2 clubs, au bout de quelques années, c'est pas un double club qu'on a, c'est 1,25% de club, parce qu'en fait avec le temps, inévitablement, un des clubs qui a fusionné va perdre en dynamique, va perdre en nombre de bénévoles, va perdre en espace de débat, qui est le conseil d'administration, va perdre en animation du projet, va perdre en ancrage territorial. Et donc finalement, il y a des configurations, par exemple, sur ces offices de tourisme, beaucoup d'acteurs pensaient que les présidents de CA qui ne voulaient pas, ou les présidentes de CA qui ne voulaient pas la fusion, pensaient que c'est des gens qui avaient des problèmes d'ego, alors qu'en fait, ils étaient en train de défendre un enracinement local de leur activité. Donc ça, c'est vraiment pas évident, et c'est pour ça aussi que j'utilisais un peu le terme de médiation tout à l'heure, quand je parlais, le projet doit faire médiation, mais il faut aussi de la médiation en général, parce que et c'est là l'intérêt d'une intervention extérieure, et c'est là l'intérêt des fois justement de l'intervention d'outils comme le dispositif local d'accompagnement, où on peut aussi bien faire intervenir, en plus de notre expertise à nous sur le diagnostic, on peut faire intervenir ou de l'expertise juridique ou de l'expertise d'animation, de démarche de projet. C'est important parce qu'il y a un moment où il n'y a quasiment qu'une intervention externe, une tierce partie qui pourra faire médiation et qui pourra permettre à tout le monde de comprendre ce que l'un d'entre nous disait, mais qui n'était pas compris, et qui était soit considéré des fois comme un problème d'ego ou comme une volonté de rester seul dans son coin. Mais en tout cas, c'est évident que c'est des configurations qui sont hyper classiques, et que moi, c'est ce que j'ai en tête. Quand j'interviens, je me dis, il faut que j'essaie de comprendre au maximum ce qui se joue chez les uns et les autres, pour éviter justement de devoir être face à une barrière et qu'à un moment, plus personne ne se comprenne. Donc c'est la raison pour laquelle j'évoquais le questionnement que j'ai sur l'histoire des choses et sur les éléments déclencheurs, parce que j'essaie vraiment de comprendre un petit peu ce qui se joue pour chacun des acteurs. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que sur les aspects qui sont très juridiques, finalement, si on veut faire un traité d'apport partiel d'actifs, dans un traité d'apport partiel d'actifs, il y a un préambule. Le préambule, il dit pourquoi on travaille ensemble. Il faut se mettre d'accord. Même dans le juridique, il faut se mettre d'accord sur le sens qu'on met. Et par rapport à la question du projet, c'est plus loin à rédiger. Et sur la question du projet de chacune des structures, dans un traité d'apport partiel d'actifs, il faut d'abord que chacun dise qui il est. C'est vraiment intéressant de voir à quel point la dimension du sens, elle pénètre complètement la question du juridique, finalement. Pour ajouter, parce que ce que vous venez de dire est très important, je
Je pense qu'en France, on a vraiment besoin de cette diversité associative que vous venez d'exprimer. Et c'est fondamental. Il ne faut pas à tout craint essayer de réduire le nombre d'associations en les concentrant, même si elles ont le même secteur d'activité. Moi, j'ai vécu comme ça dans une ville de 60 000 habitants, donc une ville moyenne de province, la fusion de deux associations qui faisaient la même chose, hein, qui géraient chacune un centre d'hébergement et d'accueil pour personnes sans domicile fixe. Sauf qu'il y en avait une qui gérait un centre d'hébergement et d'accueil pour femmes, et l'autre qui gérait un centre d'hébergement et d'accueil pour hommes. Ces deux associations avaient en apparence les mêmes statuts, tout à fait standards, des statuts d'association loi 1901. Elles ont mis 2 ans à essayer de fusionner leurs statuts, ils ne sont jamais arrivés. Ils ne sont jamais arrivés, pourquoi? Parce que derrière chaque association, même si elles ont la même activité, eh bien, il y a une identité associative propre qui, elle, est imparable. Et qu'au bout d'un moment, il ne faut pas essayer à tout craint de les réunir, parce que chacune avait son âme et son objet et son mode de fonctionnement qui lui était propre. Et ils se sont aperçus qu'ils s'entendaient très bien, ils se côtoyaient, se rencontraient, se fréquentaient dans toutes les réunions de la préfecture et de la mairie, mais eh bien, ils ont gardé leur indépendance. Bonjour, Daniel Canto, jet7.com. Alors, vous parliez tout à l'heure d'un écosystème d'accompagnement qui permettait en fait d'apporter un regard, enfin, une partie le regard juridique, l'autre partie le regard sur le modèle économique, l'autre partie le regard sur la gouvernance, etc. Si en fait on se place du point de vue des structures qui ont envie ou besoin d'un accompagnement et de leurs besoins, dans quelle mesure estimez-vous qu'aujourd'hui il existe une offre lisible et structurée pour les structures qui ont besoin? Pour tout le monde. Alors c'est une très bonne question. Et on parle d'écosystème. Ben, l'écosystème, c'est aussi dans la forêt. Et en fait, une forêt, c'est un écosystème. Et la forêt, en fait, elle est difficilement lisible, en fait. Donc du coup, l'enjeu, c'est pas tellement des fois la lisibilité de l'écosystème, mais comment on réussit à lire l'écosystème. Et alors l'avantage dans le cadre du dispositif local d'accompagnement, c'est que quand nous on fait des accompagnements, on peut vraiment rentrer dans un mode diagnostic du besoin. Et au moment où on fait le diagnostic, typiquement, on interroge sur ce besoin, qui est-ce que vous êtes déjà allé voir et qui est-ce que vous pensez aussi aller voir, ce qui permet déjà de voir un petit peu où est en train de naviguer l'association, et on peut lui donner du coup des éléments complémentaires, ou lui dire écoutez, ce partenaire que vous voulez aller voir, en fait sur votre sujet, il n'est pas adapté, allez plutôt voir un tel ou un tel autre. Donc, et la difficulté en plus, c'est que l'écosystème il est très lié aux différents territoires, d'un territoire à l'autre, et heureusement d'ailleurs que l'écosystème il est différent. Tout à l'heure on parlait de diversité dans les associations. Je pense qu'il faut se méfier d'une chose, c'est qu'on est actuellement dans une tendance où on a tendance à prôner dans les organisations humaines exactement l'inverse que ce qu'on prône sur les questions environnementales. C'est-à-dire que dans l'environnemental, la biodiversité devient un vrai sujet, mais dans les organisations humaines, il faudrait quasiment combattre la biodiversité. Or, on sait très bien que les territoires, que ce soit du point de vue biologique ou du point de vue humain, ils s'organisent différemment. Et l'enjeu, c'est plutôt de réussir en fait à avoir les clés de compréhension. Et de ce point de vue-là, je pense quand même que la grande chance qu'on a, je dis grande chance parce que je le vois avec d'autres pays européens, au niveau d'Alsace Active, on est impliqué dans des projets européens. Quand on leur explique comment fonctionne le dispositif local d'accompagnement, il y en a beaucoup qui disent mais ça serait tellement bien qu'on ait ça chez nous, parce qu'en fait, même si le dispositif local d'accompagnement ne couvre pas du tout tous les besoins, loin de là, et il y a plein d'autres acteurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe dans absolument tous les départements. Et du coup, ça donne quand même un minima, un point de chute, un point de repère à partir duquel on peut vraiment comprendre l'écosystème. Après, la difficulté de l'écosystème, c'est que le périmètre de l'écosystème, il n'est pas toujours celui qu'on croit.
parce que on peut parler beaucoup de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire, l'écosystème de l'accompagnement ou autre, sauf qu'une association qui fait une activité de réutilisation de déchets pour en faire des œuvres artistiques, elle ne touche pas qu'à l'économie sociale et solidaire, puisqu'elle touche aux déchets, donc potentiellement à l'agence de la maîtrise de l'énergie, elle touche potentiellement au domaine de l'art, elle touche potentiellement... Donc si une association comme ça en plus veut mutualiser ou veut fusionner avec une autre qui, elle, fait quelque chose qui est artistique, mais avec une vocation transnationale, on va se retrouver avec un périmètre en fait, sur lequel on peut imaginer qu'il puisse y avoir des personnes très différentes qui les aident, qui leur apportent des regards, en fait. Donc c'est une vraie course d'orientation, en effet, mais c'est la nature même des écosystèmes qui demande à ce que ce soit un peu de la course d'orientation. C'est vrai que je parlais tout à l'heure d'écosystème, merci Steve, c'était très visible sur ce que vivent en fait les structures. C'est vrai que par exemple, dans nos réseaux, il y a beaucoup de rencontres professionnelles et il y a beaucoup de relations interpersonnelles qui se créent, et on voit au fur et à mesure de la mise en réseau qui est parfois non lisible par les fédérations ou les organisations, mais qui se fait par du transfert de savoir-faire, qui va se mener justement sur une relation qui dépasse la question de l'écosystème territorial, parce que en effet, on a aujourd'hui des fédérations qui sont en réseau à niveau national, on a des DLA aussi qui travaillent à un niveau, des DLA régionaux aussi qui travaillent en réseau au niveau national, et on voit bien que justement cette mise en réseau qui permet de dépasser l'écosystème territorial de l'accompagnement amène justement de la coopération qui est à réfléchir au-delà de ce que peuvent vivre les structures sur leur territoire. Alors, je pense que là, il y a un enjeu peut-être de mise en lisibilité qui n'est pas forcément évidente de ces mises en réseau, mais c'est une vraie réalité qu'on voit, qui traverse, qui interagit avec les structures qui souhaitent coproduire ensemble. Oui, on parlait des clubs et des associations qui ont soi-disant des objectifs communs, donc qui devraient fusionner. On a vu les difficultés. Est-ce qu'on n'est pas dans le cadre tout simplement où il faut prévoir des mutualisations de moyens, mais bien circonscrites? Je prends par exemple le cas des plateformes numériques actuellement qui sont à la mode. Je pense qu'il faut voir dans ces associations avoir des plateformes numériques, peut-être pas une délégation à des plateformes trop importantes, parce qu'elles risquent de phagocyter complètement les structures qui doivent l'utiliser. Le problème de la taille des périmètres des plateformes va être, à mon avis, très important dans l'avenir. Alors on a, pour information, une table ronde dédiée au numérique juste après. Je les connais, mais je ne sais pas. Ah bon, d'accord. Oui, juste un petit mot là-dessus, c'est une bonne question, parce que la question des plateformes numériques et de leur périmètre, ce qui n'est pas évident, c'est que les outillages numériques, même s'il y a des briques qui existent comme ça, qu'on peut utiliser, elles ne répondent pas forcément exactement aux besoins, et que quand on veut avoir des besoins spécifiques, les coûts de développement sont assez importants. Mais sur la question, je trouve, de la mutualisation et des degrés finalement de coopération, de ne pas forcément aller tout de suite dans des choses qui sont extrêmement intégratrices. On le voit d'ailleurs, c'est le grand débat qu'on a eu pendant longtemps sur l'Union européenne. Est-ce qu'on veut plus d'intégration ou non? Est-ce qu'il faut être plus interdépendant ou non? C'est des vraies questions. Il faut réussir à bien jauger, quoi. Une dernière question. Oui, Vincent Meunier, médiateur. Donc moi j'ai fait une fusion d'associations et ça s'est fini par une absorption, parce qu'il y avait une différence de taille telle que même si les intérêts étaient différents, la grosse a pris le pas sur la petite, à tel point que les salariés ont re-signé un nouveau contrat de travail avec l'ancienne. Donc le problème d'équilibre, et je trouve que souvent, c'est pour ça que je parlais de médiation, parce que le problème c'est que les fédérations, quelque part, ne sont pas complètement neutres, puisqu'elles sont déjà connues par les partenaires. Ensuite, moi je trouve qu'il y a quand même deux obstacles qui ont quand même été évoqués, mais qui sont un problème à réfléchir avant, peut-être au niveau du projet de l'association au départ. Parce que la fusion de conseil d'administration, encore, on peut être un peu plus nombreux pendant quelques temps,
Et puis il y a souvent des gens qui sont bien contents de décrocher quand il y a l'occasion de décrocher. Le problème, c'est au niveau des salariés. Et si les salariés ne marchent pas tous dans le même sens, ils vont foirer les choses. Donc c'est très important que les salariés, et ce que vous évoquiez qu'il y avait un surcoût au démarrage, ça c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. Je veux dire, c'est que souvent, j'ai plus l'impression qu'on va vers une mise en commun quand on est en difficulté, et non pas quand on a un projet qui nous permettra de nous dépasser. On va peut-être prendre juste du coup la dernière question, comme ça on fait un dernier tour de table conclusif, réponse globale. Oui, bonjour, Morgane Dor de l'UNIOPS. J'avais une question, parce que nous, ça fait un moment qu'on travaille sur ces questions de mutualisation, coopération, rapprochement, regroupement, en tant qu'en plus acteur du secteur social, médico-social et sanitaire, où c'est un vrai enjeu et où là, il y a vraiment cette tension quand on a un temps court imposé par des financeurs publics et qu'on sait qu'on a besoin d'un temps long et qu'en plus on a un lien affectif aux structures, aux associations, où on est en plus dans des associations beaucoup portées par des pères fondateurs, etc. Donc il y a beaucoup d'enjeux. J'avais une question par rapport à la taille, puisque vos différentes interventions montrent que en fait, la taille des structures, elle est assez déterminante dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on peut faire. Est-ce que vous avez pu observer qu'il y a une espèce de taille critique, ou en tout cas, est-ce que vous avez typologisé des seuils où, voilà, en termes de taille ou de nombre d'activités, à partir desquelles on ne peut pas aborder les choses de la même façon, entre des associations qui n'ont pas la même taille, ou des associations de grande taille ou des très petites tailles? Est-ce que vous avez vu des différences assez importantes? Parce que voilà, nous, c'est des questions qui nous préoccupent, et voilà, j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. Merci. Du coup, je vous passe tous la parole. Je vous demande juste d'être assez rapide, parce qu'on a je dois être la gardienne du temps. Rapidement sur la question des salariés, c'est vrai que c'est un vrai sujet, et c'est l'enjeu d'associer et d'informer les salariés le plus tôt possible, et de se poser la question dans une organisation qui est au service de qui, et on retrouve de nouveau le projet, ce que je disais par rapport au projet également très valable par rapport aux salariés, parce que les salariés choisissent aussi de travailler dans un lieu en fonction du projet que le lieu porte, et c'est de plus en plus vrai. Sur les questions de taille d'organisation, en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup préoccupé, parce qu'on me parlait beaucoup de ça pendant longtemps, et je me suis rendu compte que c'est peu le sujet, mais extrêmement peu le sujet, du moins dans mon expérience à moi. Je me suis rendu compte dans mon expérience que l'enjeu, il est beaucoup plus au niveau, on va dire, des maturités d'acteurs. Parce que quand il y a des maturités qui sont très différentes sur des sujets comme le modèle économique, une structure qui va avoir des exigences extrêmement pointues en termes de modèle économique, et qui va avoir des calculs de prix de revient qui sont très poussés, qui va avoir une administration qui va être assez poussée ou autre, si elle veut s'associer avec une structure qui est encore un petit peu au stade d'une comptabilité de boîte à chaussures, c'est un peu compliqué, quoi, où on met un petit peu toutes les factures dans la même boîte, et puis après on ressort la boîte à la fin de l'année ou à la fin du mois pour faire un peu près les comptes. Mine de rien, c'est des approches des organisations qui vont être très difficiles à rendre compatibles. Et puis des fois, quand la compatibilité elle est trop difficile, et ça rejoint la question des salariés, il ne faut pas avoir peur, finalement, comme dans les grands groupes, de faire des rapprochements dans lesquels chacun reste comme il est. Quand il y a eu la fusion du Crédit Mutuel et du CIC, ça a fait le groupe CMCIC, mais le Crédit Mutuel et le CIC existent toujours sur le terrain. Oui, pour répondre aux deux questions là, qui étaient évoquées, effectivement, moi j'ai assisté plusieurs fois à des schémas pour ne pas perdre la face, ou plutôt que de faire donc une fusion-absorption, où une association se faisait absorber par une autre, on faisait ce qu'on appelle les fusions-créations, ce qui sont des schémas complètement irrationnels, mais c'est comme ça. C'est qu'on va créer une troisième association qui va absorber les deux autres. Donc au lieu d'avoir une opération de fusion, vous allez en avoir deux. Donc au niveau des coûts, c'est déjà pas mal. Et puis vous aboutissez in fine donc, au fait que les deux associations de départ ont complètement disparu. Donc comme ça, il n'y en a pas un qui a perdu la face par rapport à l'autre.
Mais je dis, c'est pas le top non plus au niveau de la rationalité de l'opération. Pour répondre à l'UNIOPS, manifestement aujourd'hui, les associations de gestionnaires mono-établissements viennent contraintes et forcées se livrer donc à des associations pluri-établissements, et celles-ci se font absorber sans aucun état d'âme. Malheureusement, parce que vous avez des fois des associations, moi j'en ai connu, qui géraient des établissements et des activités très originales, avec une parfaite maîtrise donc, de leur activité, et qui se trouvent maintenant noyées dans des ensembles associatifs où elles sont un peu perdues, où elles ont perdu leur âme, elles sont un peu oubliées. Et ça, c'est vraiment sous la contrainte du financeur public. Voilà, donc ça c'est peut-être un des exemples à ne pas suivre. Malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Et puis après, un autre des critères également pour aller dans le sens grosse, petite association, souvent les enjeux, la dimension des patrimoines immobiliers présente des enjeux dans le sens de l'opération qui ne sont pas négligeables, puisque à chaque fois que vous allez avoir une opération de fusion avec un patrimoine immobilier, vous allez avoir une mutation immobilière avec des coûts induits qui sont conséquents, notamment les frais de notaire et autres. Donc il vaut mieux parfois peut-être que ce soit l'association qui détient le patrimoine qui absorbe l'autre, même si c'est la plus grosse, si l'autre ne détient pas de patrimoine immobilier. In fine, on arrivera toujours au même résultat, c'est-à-dire un ensemble bien fusionné, avec des statuts complètement reconditionnés, revus et refaits. Ça, c'est ce que j'appelle une fusion intelligente. Mais alors, là aussi, on revient toujours avec les mêmes critères. En amont, que de travail faut-il faire, d'échanges, de discussions, que ce soit les élus, les dirigeants, les salariés, que tout le monde soit bien d'accord pour que l'opération se réalise bien. Oui, alors sur les différents modèles justement de rapprochement, de coopération, effectivement, on n'a pas observé forcément de règles en fait, ça dépend vraiment aussi de l'histoire, et j'en reviens à la jeunesse du projet, et comment a été évoquée la coopération. Je dirais que c'est nous ce qu'on observe, en tout cas en termes de frein, si ce n'est pas la taille, c'est le modèle de gouvernance. C'est-à-dire qu'en fait, dans le rapprochement de certaines structures, ce qui a pu poser difficulté, c'est certes la forme juridique, quand parfois on a une coopérative d'un côté et une asso de l'autre, mais au-delà de ça, vraiment la manière dont la gouvernance prenait les décisions. C'est-à-dire, parfois, justement, il y en a il y a des gouvernances qui délèguent l'ensemble de la prise de décision, on va dire, à la direction salariée, alors que pour le coup, il y a d'autres gouvernances qui sont très présentes et très partie prenante de toutes les décisions. Donc voilà, il y avait des décalages, c'était de temporalité de prise de décision. Et là, pour le coup, ça a pu causer voilà, certaines difficultés, d'où la réflexion toujours d'un modèle adapté à ça, qui peut être différent. Il n'y a pas un modèle fixe, à mon avis. Enfin, je pense que si on entend tout ce que les uns et les autres disent, que parfois nous on a eu des structures ad hoc qui se sont créées, mais ça s'est très bien passé, d'autres fois pas du tout, d'autres fois c'était plus des mises en réseau, d'autres fois... Voilà, donc c'est d'où l'importance, effectivement, hein, de bien décrypter aussi le projet de chacun. Nous, vraiment l'engagement, ce qu'on veut faire à travers ça, ou qu'est-ce qu'on espère, ou ce qu'on est forcé d'eux, hein, mais en tout cas d'avoir un peu de clarté là-dessus, et effectivement d'adapter le modèle plutôt à la situation. Juste, non, j'ai pas lecture de taille critique, etc. Par contre, on peut voir dans le champ culturel un phénomène un peu sous-jacent de concentration qui est en train de se mettre en œuvre, mine de rien, avec des fusions, acquisitions de festivals, avec un principe vraiment de concentration, et puis qui assèche la diversité culturelle. Et ça, c'est un vrai enjeu et un vrai combat sur lequel on est en train de travailler avec nos organisations. Mais c'est moins en réponse à votre question. Mais je crois que dans le champ médico-social, c'est un peu les mêmes phénomènes de concentration qui sont en train de se jouer.